Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir d'accueillir sur notre plateau un écrivain chinois, Monsieur Shen Fuyu. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. En fait, vous vivez en France, mais vous écrivez sur la Chine et votre livre intitulé Le village en cendres a été publié en France chez Albin Michel avec un premier tirage à 12 000 exemplaires, un chiffre considérable lorsqu'on sait que les auteurs français voient leur premier ouvrage tiré à 2000 exemplaires en moyenne. Bienvenue sur notre plateau et aujourd'hui vous allez nous parler de votre vie, vos écritures, votre nouveau livre et votre passion pour la littérature. Bienvenue sur notre plateau. En fait, d'abord, je voudrais savoir, parce que vous avez exercé de nombreux métiers avant de devenir écrivain, donc vous avez notamment été pendant 20 ans journaliste. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir écrivain et comment ces expériences ont influencé vos écritures? 我其实是很年轻的时候就有一个做作家的梦想，但是由于 À vrai dire, très jeune, j'avais déjà ce rêve de devenir écrivain. Mais parce qu'il fallait bien gagner sa vie, j'ai d'abord dû travailler. J'ai été charpentier, déménageur, libraire, dactylo. J'ai exercé de nombreuses professions. Ensuite, j'ai été journaliste pendant 20 ans. L'expérience d'avoir vécu au bas de l'échelle sociale a fait que je me suis toujours intéressé au sort du petit peuple. Ma carrière de 20 ans dans le journalisme a beaucoup influencé mon style d'écriture. C'est pourquoi j'écris toujours de la manière la plus concise possible, afin de pouvoir transmettre mes idées le plus rapidement possible au lecteur. Donc qu'il s'agisse du contenu ou de la manière d'écrire, tout cela est intimement lié à l'expérience de ces années-là. 没有我的这个生活的经历，我可能写的内容，那么就是另外一些内容。如果没有记者这个生涯，我的写作的风格，它可能就是完全是另外一种风格。Alors pour mieux comprendre ce que vous avez fait référence comme style, donc je vais plutôt lire un petit bout dans votre livre pour faire une idée à nos téléspectateurs. Alors je vais lire ce qui est trouvé aux premières parties de votre livre, Le jardin de Monsieur He. Le jardin se trouvait sur le chemin de l'école. J'aimais m'y arrêter aussi bien à l'aller qu'au retour. Avec mes copains, nous avions l'habitude de chasser des papillons ou de cueillir des fleurs. Une ou deux suffisaient. Au-delà, Monsieur He se campait devant sa porte en tout sautant, ce qui avait l'air de nous faire fuir. En fait, nous avons vu que votre livre est très concentré sur les expériences dans les villages. En fait, votre livre en traduction française s'appelle Le village en cendres, donc est votre pays natal. Donc, quelle source d'inspiration tirez-vous de votre pays natal? 虽然我18岁离开家乡以后，去了很多的地方。 Après avoir quitté mon pays natal à 18 ans, je me suis rendu dans beaucoup d'endroits. Une fois que j'ai commencé à prendre la plume, ce que je connaissais le mieux, ce que je souhaitais le plus retranscrire, c'étaient les gens de mon pays natal, leur visage, leur existence, leur manière de s'habiller, leur mode de vie. Alors, si je n'avais pas écrit sur mon pays natal, je n'aurais peut-être pas été capable d'écrire quoi que ce soit d'autre. Le terroir, c'est comme un rêve pour moi. Je veux toujours y retourner pour ne plus le quitter. 它就像是我一个梦一样，总是要回去，离不开它。 Comme ce que j'ai lu sur le passage, ce passage très dynamique et très enfantine, donc est-ce que pour la plupart des petits passages, petites histoires, sont plutôt réels ou plutôt une sorte d'imaginaire? 这本书里面所写的内容，绝大部分都是真实存在的。这是记者。 Presque tout ce qui est décrit dans ce livre a vraiment existé. C'est en pratiquant le journalisme que j'ai acquis ce style, avec ses bons et ses mauvais côtés. L'avantage à mes yeux, c'est que la réalité est très puissante. J'ai vraiment une soif très forte de décrire la réalité. Le côté négatif, c'est que ce type d'écriture est un frein à l'imagination.
J'ai écrit 10 livres et pas un seul d'entre eux ne construit un univers s'échappant des contraintes du monde réel. 完全不同于这个世界的一个世界。所以说呢，记者生涯对我来说，它带来这两个方面的不同的方面的改变。En fait, votre livre a été reçu très très bien en France. Pensez-vous que c'est justement parce que cette genre de réaliste qui est fait, qui se passe réellement, qui touche le public français? 我想这一个是一个非常重要的原因，因为 Je pense que c'est une raison majeure, parce que beaucoup de Français ont une connaissance très limitée de ce que sont vraiment les Chinois. Il y a beaucoup de gens qui se font une idée de la Chine, qui semble s'être arrêtée à la dynastie des Qing. D'autres pensent que les Chinois sont des sortes de nouveaux riches, parce que les touristes, en visite en France, font la queue dans les grands magasins pour acheter des articles de luxe. Et puis il y a encore d'autres qui s'imaginent que lire les œuvres littéraires chinoises suffit pour comprendre les Chinois. Mais dans les œuvres littéraires, pour exprimer la profondeur du cœur humain, il est nécessaire d'occulter de nombreuses choses, de les distordre, au point souvent de donner une image déformée de ce que sont les Chinois, le résultat étant que beaucoup de gens ont une vision fausse des Chinois. Alors, quand j'ai commencé à fréquenter des Français, l'image qu'ils avaient des Chinois m'a laissé un peu stupéfait. Je ne connaissais rien, je n'étais pas du tout familier avec ces Chinois qu'ils décrivaient. Je ne sais pas d'où vient cette image des Chinois que se sont fabriqués une partie des Français. Après que j'ai sorti ce livre, il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit. Ils m'ont dit qu'après l'avoir lu, les Chinois leur paraissaient à la fois étrangers et familiers. La nature humaine consiste à communiquer. Les émotions humaines sont affaires de communication. Ces lecteurs ont trouvé que la vie des Chinois était très politique, que les relations entre les individus étaient pleines de sentimentalité. Cela leur a paru très émouvant. Mais c'est surtout un travail de leur imagination. Il s'agit d'une Chine magnifiée. 这才是他们想象中的一个应该有的美好的中国的样子。 Il pensait que ce genre de sentiment interpersonnel, ce sentiment de chaleur, de bienveillance sont quelque chose d'universel. 人与人之间 Quand les gens vivent ensemble, interagissent ensemble, le plus important ce sont les émotions. Il n'y a qu'en partageant ces sentiments qu'on peut vraiment dialoguer et se comprendre. Les lecteurs français découvrent que les manières d'exprimer ces sentiments chez les Chinois et les Français sont au fond très similaires. Tout y a affaire de sensibilité et de délicatesse. C'est pour cela que les lecteurs éprouvent un sentiment de familiarité. Parce que vous avez vécu aussi en France, donc à vos yeux, est-ce que les Français et les Chinois ont effectivement des sentiments très proches, des caractéristiques très proches l'un de l'autre? 我觉得法国人跟中国人之间有非常多的相似的地方，特别是在 Je trouve que les Français et les Chinois ont beaucoup de points communs, surtout s'agissant du caractère et dans la manière de dialoguer avec les autres. Par exemple, nous les Chinois, nous sommes très attachés à notre réputation. Les Français sont pareils. Simplement, la façon de l'exprimer est différente. Les Chinois accordent beaucoup d'importance aux émotions, les Français aussi. Les Chinois font preuve de beaucoup de subtilité dans leur manière de communiquer leurs émotions à autrui, et les Français usent de la même délicatesse. Les Chinois sont en quête de poésie et de beauté, en cela très similaires aux Français. Les manières qu'ont les deux peuples d'exprimer leurs sentiments sont aussi très proches. Par exemple, si un Français est invité par un ami, il va penser à un petit cadeau à lui apporter. Ensuite, on va s'adresser des salutations. On prend en considération les réactions de son hôte. Il s'installe une atmosphère familiale. Au moment de se quitter, il y a aussi une sorte de cérémonial qui dure longtemps. Il faut toujours montrer la tristesse qu'on éprouve à se séparer. Une fois que son invité est parti, l'autre va se demander si tout s'est déroulé sans accroc, s'il n'était pas possible de faire mieux. Les Chinois sont pareils. Quand ils reçoivent un invité, ils vont choisir ce qu'ils ont de meilleur à manger pour régaler leur invité. Ils sont très nerveux à l'idée de se montrer impolis. C'est pourquoi je dis qu'il y a de grandes similarités dans cette minutie, cette sincérité des émotions quand on reçoit des invités.
ce dont nous avions besoin était à portée de main, tout autour de la maison familiale. Notre vie quotidienne était si directe, si franche, que l'on pouvait presque y sentir la chaleur d'une main serrée. Une bienveillance générale régnait, elle venait du cœur de chacun. Le jardin se trouvait sur le chemin de l'école. J'aimais m'y arrêter aussi bien à l'aller qu'au retour. Avec mes copains, nous avions l'habitude d'y chasser des papillons ou d'y cueillir des fleurs. L'arbre était en pleine floraison. À ses pieds, la jeune fille frottait le linge dans une longue bassine en bois, ses mains couvertes de mousse, pleines du parfum des fèves de savonnier. Le barbier déposa sa caisse sur la chaise devant moi. C'était une boîte en acajou, gravée sur les côtés les deux généraux divans, à l'expression féroce. L'un chevauchant un monstre, l'autre tenant une massue. Deux hibiscus poussaient au pied du temple de la terre, l'un à l'ouest de la porte, l'autre à l'est. Sous celui de gauche se trouvait un puits dont la margelle portait la trace des cordes qu'il avait usées. Ma première absence du pays dura 10 longues années. Mon oncle repose pour toujours à l'endroit où il avait vu le jeune homme que j'étais s'en aller dans le lointain. Parlant de la France, on sait que vous avez décidé de rester en France après avoir quitté votre travail, puisque vous avez travaillé en France avant. Donc, comment expliquez-vous cette décision? Avant d'aller en France, j'ai publié un livre qui s'appelle « Les villages en cendres ». Il raconte l'histoire d'un village sur une période d'un siècle. Ce récit est aussi un reflet de 100 ans d'histoire chinoise. Après m'être installé pour vivre en France, j'ai eu une autre idée. Je voulais écrire un livre qui reflète presque un siècle de l'histoire du monde. Je trouvais que Paris était le support parfait. Des gens du monde entier, qu'ils soient chinois, français, britanniques, russes, américains, cohabitent à Paris. Leurs vies respectives s'entrecroisent. Donc si je voulais décrire un siècle d'histoire mondiale à travers le destin de plusieurs personnages, une ville comme Paris me paraissait l'endroit idéal. Mais pour écrire un aussi long roman, avec en toile de fond Paris, il était indispensable que j'y habite durablement, que j'expérimente la ville et que je récolte un maximum d'informations. La traduction française du titre de votre livre, Le village en cendres, est très éloignée de du titre d'origine, Jiangren, qu'on peut traduire littéralement comme les artisans. Donc, qu'est-ce que c'est ce processus de traduction? Dans mon livre, ce sont les gens et leur destin que j'ai voulu mettre en avant. Ce ne sont pas les artisans que je décris dans ce livre, mais à travers leur destin, la vie des Chinois au cours de ces 100 dernières années. La transformation des villages, voire leur disparition. Donc la version chinoise de ce roman est un livre à la couverture noire comme le bois qui a été brûlé. En voyant mon livre, la maison d'édition française l'a trouvé étrange. Je leur ai donc expliqué que ce livre représentait à la fois une bûche sortie de la cheminée et une brique de cette même cheminée, tous deux noirs. Les vieux villages chinois sont en train de disparaître. Les jeunes partent vivre dans les villes et il ne reste plus dans les villages que les personnes âgées. Mais à leur mort, ce sont aussi les maisons qui s'effondrent et à terme, c'est le village qui disparaît. La culture agricole est en train de disparaître sous nos yeux, au profit de la culture ouvrière et de l'informatisation. Avec cette explication, la maison d'édition a alors compris que mon livre ne traitait pas des artisans, mais du processus de disparition d'un village. On a donc modifié le titre pour la version française qui est devenue Le village en cendres.
改成了现在这样一个名字。Ah, c'est vrai que le village ensemble, c'est très beau comme titre. En fait, vous avez écrit sur, comme vous avez évoqué tout à l'heure, l'évolution de la société chinoise, de la campagne chinoise, d'une sorte de démantèlement de la campagne chinoise. Donc, avec du recul, quand vous vivez en France, quand vous vivez ailleurs, comment apercevez-vous l'évolution de la société chinoise et surtout la campagne chinoise? 农耕文明被我们现代的这个文明去取代，这是不可避免的。Le remplacement de la culture agricole par la modernité est inévitable. C'est vrai partout dans le monde. Pourquoi les Français ont aimé mon livre? Parce que tout simplement, il retrace ce qui s'est produit en France il y a quelques décennies. Les campagnes françaises sont également en train de disparaître, mais pas de la même manière qu'en Chine. Dans les campagnes chinoises, les maisons sont rasées pour gagner de nouvelles terres cultivables. Les paysans quittent les villages et ne reviennent plus. Mais dans les campagnes françaises, les maisons sont conservées. Et on a assisté dans les années 50 et 60 à un mouvement de retour dans les campagnes. Les artistes et les professionnels qui ne sont pas tenus de travailler dans un bureau choisissent de retourner vivre à la campagne. Les véritables paysans sont en minorité dans les villages. C'est une tendance mondiale et non pas un phénomène propre à la Chine. Mais il est vrai qu'après le début de la réforme et de l'ouverture de la Chine, ce phénomène s'est largement amplifié. Les gens de notre génération sont témoins de la mort des campagnes et gardent en eux une grande nostalgie, parce que leur village natal n'est plus du tout le même et ils n'ont plus de sentiment d'appartenance. La culture agricole est le vecteur de notre culture traditionnelle. Mais une fois disparu, qu'est-ce qui sera le nouveau vecteur de culture? C'est l'une de nos inquiétudes. Nous aurons probablement besoin d'un certain temps pour créer une nouvelle structure culturelle et ainsi soulager nos craintes. Vous avez évoqué tout à l'heure le développement de l'Internet, d'un démantèlement d'une culture ancienne, une culture traditionnellement basée sur la terre et basée sur quelque chose de solide. Et aujourd'hui, on voit le développement de haute technologie. On peut constater très directement, par exemple, les habitudes de lecture ont changé. Par exemple, les gens ont plus tendance de lire des informations fragmentées sur leur portable qu'un livre en papier. Donc, comment voyez-vous ce phénomène? Mon expérience est la suivante. Lorsque j'utilise mon portable ou Internet pour lire, j'ai l'impression que c'est une lecture directement effectuée par le cerveau. Car c'est une lecture fragmentée, dont les informations seront très vite oubliées parce qu'elles ne sont pas triées. Avec un livre papier, au contraire, c'est une lecture attentive. Il y a un contact avec mon esprit. Longtemps après la lecture, il se peut qu'un jour je me souvienne soudainement d'un détail que j'avais lu dans ce livre, et cela va m'enthousiasmer. Donc, deux manières de lire différentes vont apporter deux expériences bien distinctes, et même deux types de contacts avec l'esprit. Si nous ne lisons pas de livres papier, mais uniquement des informations fragmentées avec notre portable, notre vitesse de lecture va s'accroître et nos habitudes de lecture vont connaître de profonds changements. Pourquoi voit-on aujourd'hui autant de titres chocs? Parce que les gens pensent que voir un titre est suffisant. Sans lecture profonde, notre rythme de vie s'accélère et nous devenons de plus en plus impatients. Il est alors très difficile de lire et finir un livre de 100 000 ou 200 000 mots. C'est extrêmement regrettable. C'est vraiment un choc. Et on voit que vous sillonnez la Chine et la France et comment ces deux cultures ont-elles influencé votre vision de vie et vos écritures?
La culture chinoise est évidemment ce qui m'a le plus influencé. Dans la philosophie chinoise, le ciel, la terre et les hommes ne font qu'un. Les hommes vivent dans un cycle qui se renouvelle sans cesse. Alors que dans la culture occidentale, on se penche sur les passions des hommes, les destinées et les conflits du monde. J'étais confronté à ces deux visions du monde. Celle où l'homme et le ciel ne font qu'un, et celle où l'homme est séparé du monde. Mais je pense que c'est la culture chinoise qui m'a le plus influencé dans mes écrits. Ou plutôt, c'est la culture chinoise que j'ai voulu faire ressortir dans mes écrits. Si de nombreux Français lisent de la littérature chinoise, ce n'est pas par intérêt pour la littérature chinoise, mais pour la Chine, sa culture et ses habitants. Comment raconter les Chinois et les histoires de la Chine? C'est la question que je me pose quand j'écris. C'est en partant de là que notre littérature pourra aller plus loin. Comment qualifierez-vous ce que vous avez évoqué tout à l'heure de bien raconter la Chine et la vie quotidienne des Chinois? C'est très simple. Parmi les gens qui nous entourent dans la vie réelle, lesquels me touchent, quel destin me touche, qui influence ceux qui l'entourent. Nous montrons ces personnes qui nous impressionnent sincèrement. Et je pense que c'est cela qui bouleverse les gens du monde entier. Comme vous avez évoqué tout à l'heure, la littérature chinoise en France, et prenant sur un plan plus large et dans le monde entier, comment voyez-vous aujourd'hui la place de la littérature chinoise sur la scène mondiale? Mon écrivain français préféré est aussi celui qu'admirait Victor Hugo. C'est Chateaubriand. Il vivait à la même époque que Napoléon et il a dit « Napoléon domine la politique, je domine la littérature. » Un écrivain doit avoir de l'ambition. Si les auteurs chinois veulent faire avancer leur littérature et lui trouver une place et un public dans le monde, alors je pense que c'est possible. Il faut que les auteurs eux-mêmes soient déterminés. Ensuite, il faut réfléchir aux moyens d'y parvenir. Il faut tout d'abord avoir une bonne traduction, puis une bonne promotion. Par exemple, la maison d'édition française m'a donné un conseil pour le roman que je suis en train d'écrire, et qui est de publier l'une après l'autre les versions chinoises, françaises et anglaises de mon livre, voire de les publier tout en même temps à Pékin, Paris et Londres, afin de mieux attirer l'attention. À vrai dire, je ne connaissais personne à mon arrivée à Paris. J'ai remarqué que la littérature et la culture chinoise, et même les Chinois, étaient mal compris par les étrangers. J'ai sincèrement envie de leur faire découvrir ce que je sais de la Chine et des Chinois. Mon premier livre, publié en France, a été tiré à 12 000 exemplaires. Même s'il n'y a eu qu'un peu plus de 10 000 personnes qui pourront lire mon livre, je pense que c'est utile. Pour les étrangers, pour les téléspectateurs étrangers qui n'ont peut-être pas la possibilité de venir en Chine maintenant ou qui veulent connaître la Chine à travers vos œuvres, donc quel livre vous allez les recommander et quel est le livre préféré parmi toutes les œuvres que vous avez écrites? Le livre que je souhaiterais recommander aux lecteurs étrangers est le roman que je suis en train d'écrire. L'histoire se déroule à Paris, mais le personnage principal est chinois et apporte avec lui la culture chinoise. Je décris dans ce roman les différences culturelles,
mais également le mélange des cultures orientales et occidentales. Je pense que dans ce contexte, les lecteurs comprendront mieux comment sont les Chinois et la mentalité chinoise. Donc mon œuvre préférée est celle que je n'ai pas encore achevée, mais qui sortira l'année prochaine. C'est très bien que vous allez nous confier un peu les petits secrets concernant le livre que vous n'avez pas encore publié. Où êtes-vous dans ce projet et en fait, quel est le processus d'écriture? Par exemple, est-ce que vous faites encore des interviews ou vous allez lire des livres pour avoir des inspirations? 这本书的卷眉工作是从2016年2月份我就开始了，然后 Le travail sur ce roman a débuté en 2016. Je rencontrais toutes les semaines des Chinois vivant à l'étranger et leurs amis, je prenais des notes et leur posais des questions. J'ai déjà 3 épais cahiers de notes. J'ai également fait énormément de recherches sur l'histoire française du 19e à nos jours, sur la culture, les monuments et les grands personnages français. Le travail sur ce roman a débuté en 2016. Je rencontrais toutes les semaines des Chinois vivant à l'étranger et leurs amis, je prenais des notes et leur posais des questions. J'ai déjà 3 épais cahiers de notes. J'ai également fait énormément de recherches sur l'histoire française du 19e à nos jours, sur la culture, les monuments et les grands personnages français. L'histoire de ce livre s'étale sur 100 ans, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. On y retrouvera évidemment la littérature, la peinture, les salons et les œuvres du 19e qui nous sont si familiers car ils existent toujours et on ne peut pas en faire abstraction. Tout ce travail, effectué en grande partie au moyen d'entretiens, a duré 3 ans. Je raconte principalement le destin des gens, la vie de ces Chinois vivant à Paris et celle des Français, des Américains, des Anglais, voire même des Russes liés à leur destin. C'est une fresque de leur vie. Ça doit être un livre très intéressant, j'ai l'impression. Alors, je vous remercie, M. Chen, d'avoir partagé vos expériences avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.